Bonjour à tous, capsule juridique numéro 141 du 20 février 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de la France, de l'Allemagne et des USA. En France, tout d'abord, le magazine Nexus a annoncé dans un article du 17 février que Marc Doyer, vous savez, l'époux de la malheureuse victime de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui avait contracté cette maladie après l'inoculation de ses injections Covid, a déposé une plainte disciplinaire contre Olivier Véran, qui est médecin, rappelons-le, devant le Conseil de l'Ordre. Alors Olivier Véran, quand il était encore ministre de la Santé, avait affirmé en février 2022 que les injections ne causaient pas la maladie de Creutzfeldt-Jakob. La plainte est donc déposée devant le Conseil de l'Ordre pour ces propos que M. Doyer estime mensongers. Il sera sans doute aidé d'ailleurs dans son travail, M. Doyer, par l'étude scientifique qui avait été réalisée avant son décès par le professeur Montagnier et qui vient d'être publiée il y a quelques semaines, après avoir passé le stade de la revue par les pairs. J'en ai donné le lien de cette étude dans mon canal Trust the Real Science et je le remets sous cette capsule-ci. Alors c'est pas la première étude sur le sujet, mais au jour où j'enregistre cette capsule, c'est à ma connaissance la plus récente. L'étude a été publiée le 12 janvier 2023, porte le titre suivant, je cite après l'avoir traduit, « Émergence d'une nouvelle maladie de Creutzfeldt-Jakob, 26 cas de la version humaine de la maladie de la vache folle, quelques jours après une injection de Covid-19 », fin de citation, ça c'est juste le titre. Et voici la traduction de l'extrait publié en tête de cet article, de cette étude. Alors vous savez que les études scientifiques comportent toujours dans leur version finale un petit extrait qui est une sorte de petit résumé de ce que le lecteur va y trouver. Alors parfois c'est des termes uniquement scientifiques et donc là je m'y risque pas parce que c'est pas mon métier et je me contente de transmettre ça aux médecins ou aux scientifiques avec qui je suis en contact, mais parfois c'est compréhensible par tout le monde et c'est le cas ici. Alors je vous cite donc l'extrait de l'étude du professeur Montagnier. Je cite. La maladie de Creutzfeldt-Jakob, la maladie à prions autrefois rare mais universellement mortelle chez l'homme, évolue normalement sur plusieurs décennies avant de conduire à la mort. Dans l'annexe de cet article, nous soulignons la présence d'une région prion dans la protéine spike du SARS-CoV-2 originale et dans tous les variants vaccinaux construits à partir du virus de Wuhan. La région prion dans le spike du virus a une densité de mutation 8 fois supérieure à celle du reste du spike, et pourtant, étrangement, toute cette région prion disparaît complètement dans le variant Omicron. Dans le corps de notre texte, nous présentons 26 cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob, tous diagnostiqués en 2021, les premiers symptômes apparaissant en moyenne 11,38 jours après une injection de Covid-19 de Pfizer, Moderna ou AstraZeneca. Parce que la progression causale, l'éthiopathogénie et de ces cas atypiques et nouveaux de maladies à prions humaines, des cas de ce qui est apparemment une forme totalement nouvelle de maladie de Creutzfeldt-Jakob à développement rapide, nous nous concentrons sur la chronologie du développement symptomatique. Nous la considérons d'un point de vue anamnestique, en comparant le développement typique des cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob antérieur à l'étude Covid ou au développement extrêmement accéléré des symptômes similaires dans les 26 cas examinés. Grâce à cette approche, nous espérons déterminer l'éthiopathogénie essentielle à la compréhension de cette nouvelle maladie humaine à prions qui se développe beaucoup plus rapidement. En rappelant le cheminement séquentiel que la maladie, autrefois subaiguë et à évolution lente, a suivi dans le passé et en le comparant à cette nouvelle maladie à prions extrêmement aiguë et à évolution rapide qui suit de près une ou plusieurs injections de Covid-19, nous pensons qu'il est correct de déduire que les injections ont provoqué la maladie dans ces 26 cas. Si tel est le cas, elles ont probablement aussi provoqué de nombreux autres cas qui n'ont pas été diagnostiqués en raison de leur évolution rapide vers la mort. Fin 2021, 20 personnes étaient décédées dans les 4,76 mois suivant l'injection incriminée. Parmi eux, 8 sont morts subitement en 2 mois et demi, confirmant la progression rapide de cette forme accélérée de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. En juin 2022, 5 autres patients étaient décédés et au moment de la rédaction de ce document, un seul était encore en vie. Fin de citation. Le lien de cette étude est donc sous ma capsule et je vous invite aussi, si des publications de ce genre vous intéressent et vous sont utiles, à suivre le canal Trust the Real Science où j'en ai publié plusieurs dizaines, toujours bien sûr avec la source et sans commentaire de ma part. Je me contente juste de citer un extrait des études en question et de mettre la source pour que vous les retrouviez. Et donc pour ce qui est de la procédure de Marc Doyer, affaire à suivre. En Allemagne à présent, l'affaire relative à la compositrice Inaz Vanetskaya, dont je vous avais parlé dans ma capsule numéro 135 du 25 janvier, semble évoluer positivement. L'avocate de cette rescapée juive de la Shoah, que l'on menaçait d'internement psychiatrique et de vaccination de force, a fait un communiqué sur sa chaîne Telegram et dans une vidéo. Cet avocat, pour rappel, se nomme maître Holger Fischer.
La vidéo ainsi qu'une transcription traduite en français se trouve aussi sur le site dont je mets un lien sous cette capsule, ce qui me facilite d'ailleurs la tâche. On y apprend notamment qu'un expert nommé par le tribunal a considéré que ni l'hébergement psychiatrique ni la vaccination forcée n'étaient nécessaires, que ces mesures seraient même contraires à toute base légale, que le tribunal de district compétent a donc suspendu la décision qui avait été rendue dans un premier temps. Alors on parle de suspension, ce qui fait dire à l'avocat à la fin de la vidéo qu'il faut rester vigilant tant pour sa cliente que pour toutes les personnes fragiles, mais malgré tout ça évolue dans le bon sens, donc heureusement et tant mieux. Alors pour lire le texte complet, je vous renvoie donc à l'article du blog de Guy Boulian qui a rédigé cette transcription en la traduisant, merci à lui. Et pour la petite histoire, le canal Telegram de l'avocat allemand contient aussi une petite vidéo du 19 février, donc hier, enfin postée hier en tout cas, dans laquelle cette même compositrice interprète en public un morceau de piano, donc 86 ans, manifestement toute sa tête, toutes ses mains, et si on en croit l'expert judiciaire, absolument pas candidate pour un internement psychiatrique. Aux USA, une importante audience aura lieu le 1er mars. Vous vous souvenez peut-être de cette lanceuse d'alerte employée de Pfizer qui occupait un poste de superviseur des essais cliniques. Elle avait dénoncé Pfizer et Ventavia pour ces tests concernant les injections. Il s'agit donc de cette fameuse affaire Ventavia dont je vous ai aussi parlé dans ma capsule numéro 38 à laquelle je vous renvoie si besoin. Brooke Jackson, c'est son nom, la lanceuse d'alerte donc, vient d'annoncer sur Twitter qu'une audience aura lieu au Texas le 1er mars prochain et que la convocation, dont elle montre le texte, mentionne l'obligation pour toutes les parties de se présenter en personne. Alors je vous mets un lien vers l'article qui annonce cette information, de même que vers le compte de Brooke Jackson sur Twitter. Et même si nous n'avons plus de doute à ce stade sur la corruption au sein du ministère américain de la Justice, l'article précise que nous nous trouvons dans une situation extraordinaire, il met ça entre guillemets. Et en effet, il indique, je cite, « Il n'est pas inhabituel que le gouvernement dépose des déclarations d'intérêt pour soutenir les plaignants dans des actions refusées, mais la déclaration d'intérêt ici est entièrement différente. Elle se range du côté du défendeur, Pfizer, et des autres défendeurs, et demande instamment à la Cour de rejeter l'action en justice du rapporteur parce qu'elle n'identifie aucune allégation fausse ou trompeuse, que ces allégations sont invraisemblables et que les États-Unis continuent d'avoir pleine confiance dans le vaccin Covid-19 de Pfizer. » Fin de citation. Donc ça risque de chauffer un petit peu le 1er mars et je vais suivre cela d'aussi près que possible. Je vous mets sous cette capsule donc un lien aussi vers une vidéo dans laquelle Brooke Jackson avait échangé avec Christine Coton, biostatisticienne française. Le lien mène vers une version doublée en français de cette vidéo, comme ça chacun peut la suivre. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'essaye de faire des capsules un peu plus petites parce que sinon j'y passe un temps fou. Surtout que vous ne m'entendez pas bafouiller, mais ça m'oblige quand même de temps en temps à faire un peu de montage derrière. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et à mon avis, vous n'avez pas fini de m'entendre. Merci également aux contacts, certains privilégiés qui m'envoient des informations, ce qui me fait gagner un temps fou, parce que je n'ai plus alors qu'à aller les vérifier et creuser un petit peu pour chercher éventuellement les actes de procédure, etc. Mais ça me fait gagner beaucoup de temps, donc il y a notamment une personne qui se reconnaîtra, avec qui j'échange beaucoup. Merci à toi. Et voilà, donc écoutez, merci, à bientôt, tenez bon et bonne journée, au revoir.